La chambre, étroite et claire, me rassurait. Le papier peint sur les murs était recouvert de petites fleurs, d'une couleur douce, apaisante. À force de suivre les guirlandes de myosotis qui remontaient jusqu'au plafond, le calme revint peu à peu. Après quelques heures de sommeil, je saurais reprendre le cours de ma vie. J'entendais Adèle faire des allées et venues dans le couloir, puis la maison se tut. Je songeais au bonheur simple d'être seule dans une pièce, porte entr'ouverte, pour sentir les autres vivre à côté. Et, dans la pénombre, je compris soudain qu'une partie de moi n'avait fait qu'attendre cette incroyable opportunité. Disparaître. Disparaître pour mieux recommencer. Bonjour à tous. Ce texte que vient de nous lire Isabelle Carré aurait pu être l'extrait d'une pièce de théâtre ou celui d'un film, mais il est tiré de son 3e roman, Le jeu des si, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Comédienne, actrice, metteuse en scène, Isabelle Carré est aussi romancière et aujourd'hui c'est donc l'écrivaine que nous recevons. Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du jeu des si. Alors cela raconte du moins au début l'histoire d'une femme, Elisabeth, qui organise des événements culturels et qui décide de changer de vie en prenant l'identité d'une autre et qui va devenir la nounou de 2 enfants dans le Pays Basque. Une nounou photographe un peu à la Viviane Mayer, à laquelle vous faites d'ailleurs référence dans votre livre. Pourquoi avoir choisi ce désir de disparaître comme point de départ de ce nouveau roman? Comme je l'ai ajouté, c'est à la fin du chapitre, normalement, cette phrase « disparaître pour mieux recommencer ». Finalement, c'est un petit peu ce que je fais quand je joue. Je disparais derrière des personnages, mais c'est aussi pour mieux me trouver, pour me révéler aussi, quelque part. C'est Marivaux qui dit « des acteurs, ils font semblant de faire semblant ». Et oui, je crois que j'étais bien placée pour parler de la fiction et du plaisir des vies multiples. Alors, l'héroïne de votre livre décide de prendre un taxi qui ne lui est pas destiné. Vous avez déjà eu envie de prendre, vous, le taxi d'une autre, de changer de vie? C'est un fantasme, en fait, que j'ai eu il y a 20 ans. Cette idée de ce livre, je suis un peu lente, hein. Je l'ai eu il y a 20 ans, comme d'ailleurs Les Rêveurs, mon premier roman. J'ai mis 30 ans à le cogiter, à le mûrir, à commencer à écrire, puis à ranger dans un placard, puis à reprendre, etc. Bon, là, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, mais c'est une idée, effectivement, qui m'est venue lors d'un tournage d'un film de Cédric Kahn, L'Avion. Je tournais en Allemagne et je faisais beaucoup d'allers-retours. Et puis, voilà, j'oubliais toujours de commander mon taxi. Je faisais la queue comme tout le monde. Et puis, je voyais toujours ces pancartes. Il y a toujours un taxi qui attend quelqu'un qui vient jamais. Je me disais, si je me faisais passer pour cette personne. Mais l'astuce, ça serait de ne pas dire au bout de 5 minutes, écoutez, non, voilà, amenez-moi à tel endroit. Je suis pas je vous ai menti. Je suis pas la personne que vous attendiez. Non. Voir jusqu'où ça m'amènerait. Voir Comme jusqu'où Elisabeth. je pourrais, effectivement, comme Elisabeth, et me glisser, pourquoi pas, dans une autre vie. Mais là où je l'ai pensé un peu comme un feel-good livre, pas un feel-good movie, mais un feel-good livre, quoique il y a beaucoup d'images que j'ai vues en film dans ma tête en écrivant ce livre. Finalement, cette Elisabeth va se révéler plus heureuse dans cette vie d'emprunt que la vie qui était la sienne auparavant. Vous êtes une écrivaine de l'intime, j'ai envie de dire, Isabelle Carré. Vous parlez très bien du mensonge, du désarroi amoureux, de la trahison, du secret aussi. Et comme votre livre s'appelle Le jeu des si, j'ose de vous parler à vous aussi de l'intime, de cette tentative de suicide que vous avez faite à 14 ans. Vous le dites, je l'ai lu autre part, si vous n'aviez pas fait cette tentative de suicide, eh bien peut-être que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Oui, c'est ce jeu des si, et si j'avais pas pris à droite mais à gauche, et si effectivement je m'étais pas retrouvée, je le raconte aussi dans Les Rêveurs, donc c'est un premier roman un peu autobiographique, comme vous l'aurez compris. Si je m'étais pas retrouvée dans cet hôpital là avec une télévision, on n'avait pas la télé dans les chambres à ce moment-là, c'était un petit camarade à moi qui avait une toute petite télé prêtée par son père, et on a vu Romy Schneider, et il y avait cette phrase: préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Et cette phrase a fait tilt en moi. Je me suis dit oui, il faut prendre le risque de la vie, et il faut y aller. Et je vais y aller en m'inscrivant dans un cours de théâtre. Je vais essayer de libérer mes émotions sur un plateau de théâtre, et ça m'a fait beaucoup de bien. Dans votre livre, Isabelle Carré, l'héroïne dit à un moment « je me sentais à ma place ». C'est difficile de se sentir vraiment à sa place dans la vie. Est-ce que l'écriture, en plus des films et des pièces de théâtre dans lesquelles vous jouez, vous a permis de vous sentir vraiment à votre place ? Complètement. Ça m'a vraiment changée.
C'est Déborah Lévy, une autrice que j'aime beaucoup, qui dit qu'être écrivain, c'est peut-être parler plus fort, oser couper la parole. C'est vrai que j'avais une petite voix, un peu comme Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté, voilà. Et aujourd'hui, j'arrive à... C'est comme un calque qui est au bon endroit sur le dessin, quoi. C'est vrai que j'aime être au service des auteurs, j'aime dire les mots des autres et j'aime toujours autant le faire. Mais à un moment, c'était bon aussi de dire mes mots à moi, de trouver ma langue, de faire entendre ma musique à moi. Le théâtre est aussi très important pour vous, Isabelle Carnet. Oui. Vous présentiez justement hier soir la 33e cérémonie des Molières. Oui. Et dans votre discours d'ouverture, vous avez montré un livre. Oui. Les livres sont toujours très présents dans votre vie. C'est mes compagnons, oui, vraiment, on en a besoin. MeToo Théâtre, sur les violences sexuelles dans ce milieu. C'était important pour vous de ne pas cacher cette réalité? Évidemment, non seulement ne pas la cacher, mais en parler librement. Et je remercie d'ailleurs la cérémonie qui m'a laissé cette parole ouverte. Et d'autant plus que effectivement les collectifs MeToo devaient être là, finalement n'ont pas été là. Donc pour moi, c'est montrer ce livre, c'était une façon de dire que leurs mots, leurs paroles étaient avec nous, malgré tout. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Alors, on continue à parler théâtre. En 2019, la pièce La Dégustation, dans laquelle vous jouiez, avait remporté le Molière de la meilleure comédie. Cette pièce a été adaptée au cinéma et donc vous serez à l'affiche de La Dégustation version cinéma à partir du 31 août. Vous avez l'air de passer très facilement du théâtre au cinéma, à l'écriture. C'est votre équilibre? Oui, pour moi, c'est pas si différent que ça, c'est des endroits où s'exprimer. C'est ce que j'aime dans ces métiers-là. C'est pas tellement, en tant que comédienne, voilà, le tapis rouge. Bon, j'ai été à Cannes présenter un film qui était important, qui parle des migrants, la dérive des continents. Et je suis contente de porter cette parole-là aussi. Mais voilà, c'est pour exprimer des choses qui comptent. Et pas pour l'ego. Au début, oui, on le fait pour combler peut-être des blessures narcissiques, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, très vite, c'est autre chose qui compte. C'est vraiment, oui, de s'exprimer, d'avoir un endroit où s'exprimer, d'avoir un endroit où exprimer des émotions et des grands questionnements qu'on se pose tous dans notre société. C'est pour ça que j'aime tellement, d'ailleurs, les pièces contemporaines, comme celle écrite par Yvan Calbeyrac, La Dégustation, parce que ça nous renvoie à un miroir des grandes questions de société qu'on se pose aujourd'hui. La Dégustation posait cette question de cette femme qui va se faire des fives. Voilà, et ça, c'était important de parler de ça. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre de ce long parcours du combattant pour votre héroïne. Vous parlez aussi dans votre livre du Covid, du confinement, de cette période totalement hors du temps et de ces informations anxiogènes qui nous rappelaient quotidiennement le nombre de morts dus à ce virus. À l'époque, en pleine pandémie, nous avions beaucoup parlé du monde d'après. Vous qui êtes engagé aussi dans la défense de l'environnement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un peu trop vite oublié nos bonnes résolutions? Merci d'en parler, bravo. Oui, je suis sidérée, je me rappelle, oui, ces bonnes résolutions. Effectivement, on consomme trop, peut-être qu'il faut se poser des questions, peut-être que ce temps du confinement peut être utile justement pour mettre tout à plat, et essayer de revoir un peu, quelles personnes on doit valoriser, les infirmières, les gens qui sont sur le pont, ces gens qui ont les professeurs, les instituteurs. Puis finalement, voilà, tout ça est passé assez vite et on ne repose plus ces questions-là. Il faut effectivement produire en France, il faut faire davantage attention, être à l'écoute de la planète. Elle nous parle, elle nous dit des choses dans ce confinement. On doit l'entendre, on doit absolument l'entendre. J'en profite pour parler d'un collectif, vraiment d'une association formidable, Surfrider, qui s'occupe de nettoyer les océans. On sait que c'est aussi il n'y a pas que la forêt qui est le poumon de notre planète, la forêt amazonienne, il y a aussi les océans. Oui, protégeons-la et essayons de nous rappeler effectivement de ces questions qui sont soulevées au moment du confinement. Merci de le dire. C'était important pour vous de parler de ce confinement dans votre livre, dans votre 3e roman. C'était une période inédite, on l'imagine. Est-ce que lorsque vous vous êtes mise à écrire, vous vous êtes dit c'est une évidence de parler de cela? Ça rentrait en fait dans ma narration, même si c'était surprenant. Vous vous rendez compte, j'étais en train d'écrire sur le champ des possibles, sur la liberté, sur qu'est-ce que c'est que de s'autoriser finalement une seconde chance, une seconde vie. La liberté, quoi. Et nous voilà enfermés.
Donc il fallait absolument que j'intègre ça. Effectivement, la narration se déchire au milieu du livre. Et puis après, on reprend l'histoire d'Élisabeth, évidemment. Mais c'était 3 faux jeux, vous le voyez un peu dans la photographie qui, comme vous le disiez très bien, renvoie à Viviane Meyer, cette photographe, cette nounou photographe. Ces 3 faux jeux. Il y a effectivement, au milieu du livre, un faux jeu qui semble être le plus proche de moi, quoique les autres... c'est Emma Bovary, évidemment, mon personnage s'appelle Emma Auster et c'est pas pour rien. Emma Bovary, c'est moi, d'après moi, disait Flaubert. Il y a toujours un peu de nous dans la fiction, évidemment. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en restant devant nos écrans à attendre les livreurs de repas que nous triompherons de nos angoisses. Ce n'est pas de moi, c'est de vous, Isabelle Carré, extrait de votre discours hier soir au Molière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans À l'affiche. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se quitte avec votre coup de cœur, Isabelle Carré. Oui, c'est une chanson de Skig, qui en danois veut dire ombre. En fait, c'est mon frère qui avait le groupe Lilycube. Vous vous souvenez tous de Voyage en Italie, faire une virée à 2, tous les 2 sur les chemins. Voilà, et ça, c'est son nouvel album qui a été composé grâce à un logiciel d'intelligence artificielle, mais qui donne une musique. Sad Song, c'est ma préférée de tout l'album. Mais il y en a plein d'autres dans l'album. Je vous laisse découvrir. On l'écoute. Merci à vous, Isabelle Carré.